Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Et de deux, pour le Global Women's Summit, après sa première édition organisée en 2019 à Casablanca, cet événement, véritable espace d'échange autour du leadership féminin en Afrique, initié par la fondation Startup Growth, est de retour cette année avec une deuxième édition qui se tiendra à Dakhla du 4 au 6 novembre prochain sous le thème « En marche vers une Afrique résiliente ». Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Hanan Aït Issa, fondatrice de Startup Growth. Madame Aït Issa, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Merci beaucoup, Madame Drouri. Je suis très heureuse d'être là et je suis vraiment très ravie de pouvoir être l'invitée de ce soir pour présenter notre événement. Justement, avant d'aborder le programme et les objectifs de cette deuxième édition, j'aimerais que vous expliquiez pour ceux qui ne la connaîtraient pas l'idée fondatrice, mais aussi la genèse de l'événement Global Women Summit. Très bien. Alors en fait, nous, la fondation Startup Grow, elle a commencé en 2016. Nous avons organisé un certain nombre d'événements, meet-up, pour les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets qui sont orientés sur le volet digital et numérique. Donc, pendant 3 années, on avait beaucoup de facilité pour inviter et pour mobiliser des intervenants, des speakers et des chefs d'entreprise, hommes, pour la prise de parole, pour le partage de leur expérience, pour l'inspiration auprès de ces jeunes. Et à chaque fois, on avait beaucoup de difficultés pour convaincre une femme, chef d'entreprise, présidente, experte, pour venir débattre et inspirer et partager son expérience avec l'assistance. Donc, en 2018, on s'est dit, là, il y a un constat, et nous, en tant que fondation, on a un rôle à jouer. Surtout avec ma casquette d'experte en diversité genre, je me suis dit que je connais très bien la problématique et je connais très bien comment on peut aborder ça. Donc, on a ramené un certain nombre d'experts nationaux, internationaux, et on a pu organiser le Global Women Summit, événement qui est vraiment axé sur la femme et pas que la femme, parce que dans l'ancien rendez-vous et cette actuelle édition, on a avec nous des hommes qui vont prendre la parole, parce qu'on a besoin d'eux pour changer la donne, pour jouer sur le changement de loi, changement de programme au sein des entreprises, du management et de la stratégie. Alors, vous avez choisi pour cette édition le thème « En marche vers une Afrique résiliente ». Pourquoi avoir choisi le thème de la résilience pour cette édition ? Très bien. Alors en fait, la résilience, déjà le terme résilience, c'est la capacité de rebondir après un choc. L'Afrique, après la crise sanitaire Covid-19, c'est un choc. Que les jeunes, que le peuple, on a été impacté. On a été impacté négativement. Et là, on a vraiment fait un certain nombre de travail sur nous, psychologiquement, sur le côté aussi croyance, sur le côté plan d'action, stratégie. Beaucoup d'entreprises, ils ont repensé leur business model, beaucoup d'opportunités. Et on s'est dit, pour cette édition-là, créer un hub, une plateforme et discuter et débattre un certain nombre de sujets qui vont nous permettre, nous en tant que jeunes, en tant que femmes et en tant que pays africains, de rebondir et de permettre à l'Afrique et à son économie d'être plus résiliente. En plus, avec la pandémie a aggravé peut-être la précarité des couches les plus vulnérables qui sont souvent les femmes. Absolument, absolument. Donc, et du coup, on s'est dit que c'est bien d'organiser l'événement résilience femmes et intégrer aussi l'axe ou la composition digitale et numérique. On a vu que vraiment que le digital, il a permis beaucoup d'opportunités, et grâce au digital, l'éducation a pu continuer, tous les services de transfert, la vie de tout ce qui est supply chain, les relations sociales, absolument, tout, oui. La communication et tout. Donc, grâce au digital, nous avons pu continuer à vivre tranquillement. Et là, on s'est dit, c'est bien d'organiser ce rendez-vous-là et de mettre le zoom sur le digital et sur la femme. La première édition de votre événement, Madame Aït Issa, s'est tenue à Casablanca. Pourquoi avoir choisi pour cette édition les provinces du sud du Maroc et précisément la ville de Dakhla, qui du reste est une ville magnifique ?
Alors en fait, pour plusieurs raisons, et pour ne citer que trois, donc la ville de Dakhla, c'est la porte d'Afrique. Et nous, notre ambition, c'est d'agir sur la situation de la femme africaine. Donc, et du coup, Dakhla, il s'apprête bien à recevoir un tel événement pour recevoir un petit peu les communautés que nous allons mobiliser et inviter pour prendre part à notre événement. La deuxième raison, c'est qu'en 2019, il y a eu la reconnaissance américaine de la souveraineté du royaume sur les provinces du Sud. Et l'organisation de cet événement à travers notre fondation, c'est une petite et modeste contribution pour célébrer cette reconnaissance. Aussi, notre événement, il coïncide avec la célébration du 46e anniversaire de la Marche verte. Et on s'est dit, nous, en tant que jeunes, que femmes, on a envie de faire notre propre marche. Donc, c'est la marche des femmes et des jeunes, la marche de la transition digitale et une marche pour vraiment initier une nouvelle dynamique et une nouvelle ambition avec le lead du Royaume du Maroc vers l'Afrique, en créant des ponts et en créant un hub où il y a des opportunités de business, où il y a de la réflexion, où il y a aussi vraiment un travail de fond sur des problématiques d'ordre sanitaire, d'ordre économique et surtout d'ordre inclusion des jeunes et des femmes. Alors, nous vivons une époque, on vient d'en parler, de profonds bouleversements économiques, sociaux, politiques, sanitaires avec la pandémie. Quel rôle peut jouer le leadership et l'entrepreneuriat féminin et les femmes de façon générale dans ce contexte particulier? Alors en fait, l'Afrique, c'est la base, c'est la femme. Les pays africains, vraiment, dans chaque famille, l'axe ou vraiment la base de chaque famille, c'est la femme. Donc, et grâce à la femme, on va pouvoir jouer sur les générations futures. Donc, si on développe le leadership féminin, si on permet l'autonomisation et on permet l'empowerment de la femme, nous allons agir sur les familles futures, nous allons agir sur les générations futures plutôt, et nous allons agir sur les familles actuelles. Parce que quand tu travailles sur la conception, sur l'état d'être de la femme, la possibilité pour qu'elle puisse en quelque sorte avoir soit un poste de travail, soit avoir une entreprise où il se permettra d'avoir un gagne-pain, il a beaucoup de choix dans sa vie. Donc, et du coup, cela permet d'impacter directement et indirectement les générations futures. Oui, les chefs de famille en Afrique, au Maroc, en Afrique de façon générale, sont beaucoup plus nombreuses qu'on le croit. Mais ce n'est pas le cas quand il s'agit d'une entreprise. Si elles arrivent à gérer aussi bien leur foyer, pourquoi ne pourrait-elle... Est-ce qu'il y a encore une discrimination négative, pour le coup, pas positive, et une difficulté d'accès au leadership et à l'entrepreneuriat pour les femmes? Alors en fait, il y a des études qui ont été faites sur ce volet-là. Il y a toujours beaucoup de difficultés. Il y a le plafond de verre pour les femmes pour accéder à des postes de responsabilité, pour vraiment faire partie des comités de direction. Et cette étude, elle a aussi démontré que les entreprises où, dont le comité de direction il est composé de femmes, il y a plus de satisfaction client, il y a plus de créativité, plus d'innovation et surtout, il y a plus de performance. Donc, ceci dit qu'en intégrant et en agissant sur l'inclusion et sur la diversité genre dans l'entreprise et aussi dans l'économie, ça permet de créer plus, de développer plus l'économie et de créer plus d'opportunités et d'être aussi plus performant. Est-ce qu'il est toujours réel on demande toujours aux femmes qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat et du leadership d'être deux fois, ou peut-être en tout cas beaucoup plus performantes que les hommes pour accéder à certains postes de responsabilité? Vous avez parlé du plafond de verre. Est-ce que même dans le privé, ça se ressent? Alors déjà, un constat
et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est que nous, les femmes, on est plus exigeantes envers nous. Donc, dans l'entreprise, on va fournir plus d'efforts, on va être plus exigeant, on va faire le travail, et le faire et le lire et le relire. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre façon d'être, de notre culture. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous rend la chose difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de dire qu'on est bon, on est suffisant, tel que nous sommes. Juste le fait que nous soyons des femmes, c'est déjà, on est équivalent à un homme. On n'a pas besoin de faire plus d'exercices ou de démontrer quoi que ce soit. C'est juste agir sur les mindsets et agir sur les cultures. Et on ne pourra pas changer ça tant que actuellement. On va le changer chez les générations futures en agissant sur les femmes actuelles. Et ce genre d'événement comme le vôtre contribue justement à ce changement de mentalité. Quel regard, Madame Aït Issa, portez-vous aujourd'hui sur l'approche genre actuelle au Maroc et en Afrique de façon générale? Est-elle assez engagée? On vient d'en parler, assez ouverte, assez équitable, ou beaucoup de choses restent à faire? Alors en fait, déjà avec l'actuel gouvernement, on a vu la nomination de 6 femmes ministres. C'est une très belle réalisation. C'est quelque chose que nous n'avons pas vécu dans l'ancien gouvernement. Donc, je pense que c'est vraiment une impulsion forte pour le Maroc, pour la femme marocaine. Et aussi, on peut dire qu'il y a beaucoup de changements que nous avons vécus pendant le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Beaucoup de changements sur les lois, des directives qui ont été lancées pour l'implication des femmes. Donc, le dernier changement qui a eu lieu pour qu'il y ait plus d'implication et de nomination des femmes dans les institutions publiques. Donc, je trouve que l'ambition, elle est là, la dynamique, elle est déjà initiée et il faut aussi un travail sur la femme déjà, sur la communauté. Donc, si on passe de l'autre côté pour voir un regard macro, l'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Oui. Voilà, donc on peut dire que vraiment, on a l'exemple du Rwanda. Donc, Rwanda, ils sont vraiment classés avant les États-Unis sur le volet inclusion et diversité genre. Donc déjà ça, c'est une très belle réalisation et c'est une très belle réalisation qu'il faut valoriser et qu'il faut mettre en valeur. Un pays africain qui a pu mettre ça en place et qui dépasse un pays européen ou américain, c'est quelque chose à valoriser. On a envie, à travers notre événement, de mettre en valeur et de mettre le zoom sur les belles réalisations qui se font en Afrique et aussi en parallèle que ces belles réalisations soient des modèles et soient une inspiration pour la communauté qui va prendre part. L'événement porte le nom de Global Women Summit. On est en train de parler de femmes, mais cela n'empêche que les jeunes sont au cœur de cet événement, puisqu'il y a des espaces qui seront dédiés aux jeunes, donc les jeunes hommes aussi, pas que les jeunes femmes, aux jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets. Pourquoi avez-vous décidé d'associer les jeunes à votre approche genre de l'entrepreneuriat et de vous ouvrir aussi aux jeunes et aux jeunes hommes, pas que les femmes? Bien sûr. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut agir sur les mentalités, on veut agir sur les mindsets. Et en ayant les jeunes avec nous, ces jeunes-là, ils vont être impactés, ils vont être vraiment impactés, ils vont vouloir faire quelque chose pour la femme par la suite. Donc, on a envie de les accompagner c'est les jeunes leaders, c'est les jeunes chefs d'entreprise, et on a envie de les éduquer et de les inspirer à porter et à agir avec nous sur cet axe-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ces jeunes soient avec nous pendant cet événement, qu'ils assistent aux différents panels, qu'on leur donne un espace de connexion et de mise en relation avec ces chefs d'entreprise. Et par la suite, c'est à eux de prendre le relais et de défendre avec nous et d'agir sur cette question d'inclusion et d'empowerment et d'autonomisation de la femme.
Oui, allez-y. Voilà, donc là, c'est la première raison. Donc, aussi, on est très axé digital, on est très axé numérique. Et le deuxième axe qui fait partie de notre démarche dans la Fondation Startup Grow, c'est la femme et on a les jeunes. Donc, et du coup, toujours, on va les associer avec nous en tant que levier pour créer des opportunités de business pour ces jeunes, pour les connecter avec le réseau que nous avons pu développer et aussi pour permettre cette connexion. Une connexion rapide, fluide, de l'inspiration, de la création du business et surtout qu'il y ait l'acte d'entreprendre. C'est pas un acte qui est dédié pour une niche ou là pour vraiment une tranche bien précise. L'acte d'entreprendre, c'est quelque chose qui est toute personne aujourd'hui, il a envie d'entreprendre, il peut rêver et il peut passer à l'action en étant en contact avec un chef d'entreprise qui peut l'accompagner, qui peut le mentorer, le coacher. Et à travers les événements que nous organisons, on a envie d'agir sur cette culture-là et de démocratiser en quelque sorte cette action-là. Hanan Ait Issa, vous êtes vous ciblez beaucoup le digital parce que c'est pas le futur, c'est le présent, mais vous n'êtes pas aussi déconnecté d'autres réalités parce qu'il est prévu qu'il y ait des représentants de coopératives qui n'ont rien à voir avec le digital. Absolument. Pourquoi vous avez décidé de mixer les deux domaines, le digital, la haute technologie, et puis les métiers, généralement dans les coopératives, c'est des métiers traditionnels ou bien de transformation, de produits locaux? Alors en fait, déjà nous, dans notre démarche, nous sommes sur une démarche inclusive. Donc, on ne veut pas exclure un secteur d'activité et on ne veut pas exclure une communauté. Avoir un espace qui est dédié pour les femmes chefs de coopératives, c'est valorisant pour la femme sahraouia parce qu'on sait que les coopératives, ils ont permis à beaucoup de familles marocaines de survivre et aussi d'accompagner leurs enfants et surtout d'avoir une qualité de vie. Et à Dakhla, on a envie de valoriser les produits terroirs de Dakhla parce que l'événement, c'est un événement économique avec une orientation de mise en valeur de la région, de mise en valeur de toutes les réalisations qui ont eu lieu pour la femme, pour les jeunes. Et à travers les produits terroirs que nous allons proposer, donc nos invités étrangers et aussi les intervenants et les participants marocains, ils vont découvrir quelque chose sur la ville de Dakhla. Donc cet espace, il va permettre pas que l'exposition des produits, mais aussi un accompagnement post-événement sur une durée de 6 mois avec une fondation américaine à travers des séances de coaching et de mentoring. Et aussi, on va offrir à ces femmes la possibilité d'être coachées par les femmes qui vont faire de la prise de parole, qui ne sont pas forcément des femmes marocaines. Ce sont des femmes qui vont venir de Djibouti, qui vont venir de la Guinée, de la France, des Émirats. Et cette action de mentoring, il va permettre à cette femme chef de coopérative d'avoir déjà l'accès à ce marché-là. Parce qu'il va comprendre la culture de ce marché à travers son mentor. On va aborder maintenant, si vous le voulez bien, le programme et la thématique de cette édition. Très riche d'ailleurs. Oui, celle de 2019 a déjà été une réussite. Elle a connu la participation de 200 participants du monde entier avec 8 panels. Quels seront les principaux panels de cette édition et qu'en est-il des pays participants et de vos grands invités? Très bien. Alors en fait, cette année-là, on a choisi 7 panels. Pourquoi les 7 panels? Parce qu'il y a des axes qui sont importants qu'on a voulu faire focus. Donc, crise sanitaire. Donc, on parlera quels sont les challenges qui sont liés à un contexte post-Covid. Quel serait l'apport de la technologie pour le secteur agriculture? Le futur de l'éducation et le futur de tout ce qui est job, donc
Aussi, on a un panel qui est vraiment dédié aux femmes, donc c'est le rôle des femmes dans le développement durable. On a aussi la partie de comment l'Afrique il peut être résiliente tout en assurant la sécurité alimentaire et le volet santé. Et aussi le dernier panel, c'est le futur de l'Afrique et digital. Pour les participants, il y a des participants des 4 coins du monde. Absolument. D'abord les pays, et puis est-ce qu'il y a des noms Bien sûr. qui sortent du lot? Alors en fait, on a des pays africains. On a avec nous le Sénégal, on a avec nous Djibouti, la Guinée équatoriale. On a aussi avec nous la Namibie, Togo, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne aussi, les Émirats et les États-Unis et bien sûr l'Angleterre. Pour les noms, donc on peut partager avec nous vraiment les têtes d'affiche. On aura avec nous la ministre de l'investissement de Djibouti. On aura avec nous la vice-présidente de la commission économique de l'Afrique centrale, son Excellence Madame Francisca Tachwab. On aura avec nous la directrice de l'initiative Steven, donc c'est une initiative américaine pour l'éducation digitale. Et bien sûr, on a avec nous un certain nombre de chefs d'entreprise, chefs d'entreprise marocains, donc le président de la CNDP, Commission nationale de la protection des données, donc M. Omar Srouchni. On aura avec nous M. le directeur général de l'ANAPEC. Voilà, un certain nombre. La liste est longue et vraiment pas que des femmes d'ailleurs, je viens de citer des hommes, et aussi des jeunes leaders, des jeunes chefs d'entreprise marocains et étrangers. Dernier volet de cet entretien, Madame Aït Issa. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les atouts du continent africain pour le développement des nouveaux métiers dans les secteurs technologiques? Et quelle stratégie, à votre avis, faudrait-il mettre en œuvre pour favoriser la diversité, l'approche genre, la promotion de l'entrepreneuriat, l'investissement dans ce domaine de l'excellence et de l'avenir? Quelle approche faut-il adopter et quels sont les atouts du continent? Vous avez parlé tout à l'heure du Rwanda. Il y a d'autres pays qui ont d'autres atouts. Il y a le Maroc. Mais quels sont les vrais atouts de l'Afrique aujourd'hui et qui restent des niches à exploiter selon vous? Alors l'Afrique, nous avons un avantage concurrentiel important qui est la jeunesse. Donc si on voit un petit peu les statistiques, vraiment le chiffre il est très important. L'Afrique il dispose de sa main d'œuvre, il dispose de sa matière grise qui est l'homme. Donc on a un taux de jeunesse qui est très important et on a aussi l'avènement du digital qui permet à l'Afrique d'être le premier marketplace, le premier marché pour tout le continent. Donc c'est pour ça que nous, avec notre fondation, on veut agir sur cet axe d'inclusion numérique et cela va permettre à l'Afrique vraiment d'être un hub et d'être plus créatif, d'être plus innovant. Donc on a remarqué ça avec toutes les startups qui ont été développées au Kenya, l'Afrique du Sud, Nigeria aussi. C'est un marché qui est très développé, surtout les pays africains anglophones. Très développé, donc, et nous, on veut créer ces ponts-là, créer des espaces où nous pouvons apprendre avec ces écosystèmes qui ont de l'avance par rapport à nous, Maroc et surtout pays africains francophones. Merci beaucoup, Madame Hanan Aït Issa, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Startup Growth, qui organise l'événement Global Women Summit, dont la 2e édition se tiendra, je le rappelle, du 4 au 6 novembre prochain, dans la ville de Dakhla. Merci. Merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV.